Bonsoir à tous, mercredi 26 août, c'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue au menu ce soir de l'athlétisme avec la victoire de l'athlète camerounais Eric Bacha lors du marathon d'Helsinki en Finlande. C'était le week-end dernier. On en parle dans la pause actu tout à l'heure. Et dans cette première partie, on va également évoquer l'actualité autour du processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Il y a eu un rebondissement ces derniers jours. On en parle tout à l'heure avec nos différents invités. Et la seconde partie de cette émission est consacrée donc au débat. Et ce soir, on s'intéresse notamment à cette lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux en début de semaine par le mondialiste 90 et 94 Emmanuel Mabouan-Kessak. Lettre ouverte dans laquelle il accuse ses anciens coéquipiers de 90 d'égoïsme et de ne pas suffisamment tirer la nouvelle génération vers le haut. On tentera de comprendre cette sortie d'Emmanuel Mabouan-Kessak dans la seconde partie de cette émission. Emmanuel qui d'ailleurs avec nous, il sera avec nous tout au long de cette émission. Nos différents invités, Timothée Makongo, bonsoir. Bonsoir Reine Makeda. Bonsoir à Sylvain Kwambi que je veux retrouver. Laissez-moi le plaisir d'introduire quand même à Sylvain. Sylvain qui est journaliste sportif. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir à Timothée Makongo et surtout pour ces mots aimables. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je me déconfine ce soir sur votre plateau. Merci bien. Et on dirait de Paris avec nous aussi Emmanuel Mabouan-Kessak. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonjour à tous vos téléspectateurs et puis bonsoir à M. Makongo et à Sylvain qui sont sur votre plateau. Voilà, merci. Je suis là, je suis à Paris. Bonsoir. Très bien. Bonsoir, Président. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Alors, sans transition, on démarre avec la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et c'est avec l'athlétisme que nous ouvrons cette émission ce soir, avec cette bonne nouvelle qui nous vient de cette discipline. Réfugié en Finlande depuis quelques temps, Eric Bacha, l'athlète camerounais, signe donc son grand retour sur les pistes en remportant le 3e marathon d'Helsinki en Finlande, en Europe du Nord. La compétition s'est déroulée samedi dernier sur une distance de 42 km. Le natif de la région du Nord-Ouest a franchi en premier la ligne d'arrivée après 2h24 minutes 40 secondes, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Son poursuivant en direct, le Finlandais Oscar Holmström, est arrivé 6 minutes après l'athlète camerounais avec un chrono de 2h30 minutes 45 secondes. Et le troisième qui complète ce podium est le grec Theodoros Antonatos avec un chrono de 2h32 minutes 38 secondes. Avant d'évoquer peut-être au fond de ce sujet, Sylvain, une réaction après cette victoire quand même de l'athlète Eric Bacha que nous avons bien connu ici lors de l'ascension du Mont Cameroun, puisqu'il a remporté par 3 fois cette course. C'est vrai, et vous savez qu'en 2020 déjà, du moins la dernière édition, il n'a pas pu être là pour défendre son titre, parce que juste après sa dernière victoire, puisqu'on était en plein dans la guerre qui sévit actuellement dans le Nozo, il a reçu des appels anonymes, des menaces, qui pratiquement lui interdisaient justement de participer à ces compétitions-là organisées, dit-il dans une des réactions que j'ai eu le plaisir de lire ce matin, par l'autre camp. Donc voilà, elle a donc été obligée de demander l'asile et aussi de réfugier sa famille du côté de Yaoundé le temps que la procédure aboutisse. Donc pour lui, il n'y avait pas d'autre moyen que de renouer sur les pistes à travers ce marathon. Et c'est un plaisir de savoir que justement, il a su relever le niveau et faire rayonner les couleurs du Cameroun. Cela doit interpeller les autorités de la fédération, à savoir que les athlètes camerounais ne doivent pas se limiter au simple Mont Cameroun Race. Il y a d'autres compétitions à l'international où ils peuvent bien se comporter. On se souvient encore que Justelin Foming, lors du récent marathon de Douala,
après avoir remporté par 2 fois le Tour de Côte d'Ivoire, le marathon de Côte d'Ivoire, avait remporté avec brio en 2h15 minutes le dernier marathon international de Douala. Donc ça veut dire que les athlètes camerounais ont la possibilité de faire rayonner davantage les couleurs du Cameroun à condition qu'ils soient bien accompagnés. Vous savez par exemple que pour le cas de Justelin, il avait été accompagné par une grande structure qui fait particulièrement dans l'événementiel sportif et qui par ailleurs accompagne les athlètes tant dans le tennis que dans l'athlétisme aussi. Je veux parler de Tarasport avec Eliane Nana. Donc on espère que d'autres initiatives comme ça pourront davantage accompagner les athlètes pour qu'ils rayonnent davantage au haut niveau. Et pour le cas de Mbacha, il a dû se battre tout seul. Et bon, espérons que sa procédure aboutisse, ou alors c'est le lieu d'interpeller les autorités camerounaises de ce que lorsqu'on a des athlètes qui représentent davantage les couleurs du Cameroun, il faut un maximum de protection autour d'eux pour qu'ils ne soient pas obligés de s'expatrier, de demander l'asile pour se protéger eux-mêmes et protéger leur famille. Ouais, parce que j'avais la question qui allait suivre à vous, Timothée Makongo. Vous avez été footballeur, donc voilà, aujourd'hui le fait qu'Eric Bacha se retrouve du côté de la Finlande depuis quelque temps, cela revient aujourd'hui remettre encore sur la table la problématique de la fuite des athlètes. Comment peut-on vraiment définitivement faire pour arrêter ça? Déjà, je voudrais saluer la victoire. La victoire de Bacha, parce qu'en réalité, elle m'a beaucoup fait plaisir. Il était déjà très brillant au Cameroun, mais battre quand même à Helsinki, parce qu'il y avait quand même quelques Kenyans et Éthiopiens à Helsinki. Et de voir gagner, ça m'a fait quelque chose. Et c'est vraiment formidable. Non, nous restons toujours... 6 minutes d'avance sur son poursuivant. Oui, 6 minutes d'avance sur son poursuivant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parfois, je me suis demandé si c'est un peu la faveur. Parce qu'on se rend compte que c'est les gens qui vivent un peu au niveau des montagnes, dans des zones un peu élevées, qui ont beaucoup de puissance dans les courses de fond. Mais il y a beaucoup de travail derrière, je dois le reconnaître. Tout à l'heure, vous parliez aussi de l'autre, de Justin, celui qui a gagné le Tour de Côte d'Ivoire. Justin Faubi. Ça, nous avons un problème réel au Cameroun. Et je regrette qu'on soit toujours obligé de voir des opérateurs privés prendre en charge un sportif, se débrouiller. Bango était là au Cameroun. Il a fallu que la France le prenne pour qu'elle devienne immensement... qu'elle ait une autre dimension de personnalité. Le marathon d'Helsinki était un marathon extrêmement... c'est un marathon réellement international et qui fait la participation des Américains, des Russes, de tous les grands athlètes de la planète. Hein. Et d'une manière générale, nos athlètes se débrouillent seuls. La question qui revient toujours, la même question, nous sommes dans quel genre de république? Même si nous sommes des colonisés ou des sous-colonisés, nous pouvons nous organiser pour attraper ce qui nous reste comme richesse de sport. Le sport est une force, une richesse extraordinaire dans tous les domaines. Je ne comprends pas pourquoi nous avons un État qui se tait et qui vous regarde comme si vous étiez des imbéciles. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la France ou nos néocolonisateurs, là où les Allemands, les Français et autres, qui bloquent notre machine pour qu'on mette en place un système de solidarité qui fasse exploser les sportifs. Hein. On tire sur les artistes d'une manière générale. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi cette mentalité noire. Quand l'État lui-même est déjà noir, avec un système de corruption qui est noir, comment voulez-vous qu'il puisse relever les artistes et ne pas tirer sur les artistes? C'est pour ça qu'il y a tant de polémiques chez nous. Mais en réalité, il faut aussi dire que les acteurs, il n'y a pas un mouvement sportif, de solidarité sportive en général. C'est-à-dire que toutes les fédérations réunies pour se dire que, OK, nous faisons une espèce de syndicat de sport, des hommes qui se lèvent pour bagarrer franchement pour l'évolution du football. Ce n'est pas une bagarre politique, c'est une bagarre sociale. Elle est très, très importante. Elle est quand même politisée puisqu'elle est sociale. Elle est obligée d'avoir une certaine tenue politique. Mais malheureusement pour nous, les divisions entre l'intérieur, la corruption, nous avons une machine étatique qui est entièrement corrompue et qui ne veut pas se redresser. Je ne sais pas s'il faut passer par quel genre de sang. Parce qu'en définitive, notre pays a besoin de verser beaucoup de sang
pour que nous puissions nous relever. On va pas parler de ça, mais c'est un peu ça. Arriver là-bas, on va pas verser Maman, en réalité, c'est le sang que c'est la sueur. C'est la sueur si je vous reçu, je vous comprends bien, Timothée. C'est la sueur des sportifs. L'État doit pouvoir véritablement mettre cette problématique sur la table, trouver des voies et moyens pour permettre à nos athlètes de rester au pays. Et d'un autre côté aussi, les fédérations sportives doivent être capables de s'asseoir pour monter des syndicats de sport, ou parler de solidarité sportive pour mieux encadrer les athlètes. Voilà, peut-être une dernière réaction rapide sur ça avant qu'on passe à notre sujet. Pour revenir sur la préoccupation de Timothée, il faut simplement dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le fonctionnement de nos fédérations, vous avez le sentiment que tout est politisé. C'est-à-dire des gens pour, je ne sais pas, avoir une certaine épaisseur sur le plan politique, pensent que c'est en venant peut-être prendre une fédération qu'ils auront la possibilité de pouvoir cogner telle ou telle porte, qu'ils auront l'occasion, ajouter à cela la corruption, la mauvaise gouvernance et tout ce que ça engendre. Vous voyez que c'est très compliqué. On a le sentiment que ceux qui sont généralement à la tête des fédérations ne sont pas des passionnés. Et le fait qu'ils ne soient pas passionnés les empêche d'avoir une certaine vision pour le véritable développement des sports dont ils ont la charge. L'un des rares sports actuellement au Cameroun, on ne compte pas, je crois, 4 sports qui rayonnent véritablement au Cameroun après le football. Il y a par exemple le handball, il y a le volleyball, je voulais dire, il y a plutôt le volleyball, il y a le karaté, il y a le nambudo, un peu l'athlétisme, mais véritablement, en dehors de ces sports-là, tous les autres sont pratiquement aux oubliettes. Et on se pose bien la question de savoir comment est-ce que dans un État comme le Cameroun, justement, comment est-ce que dans un État comme le Cameroun, on ne pense pas à veiller à ce que tout au moins, puisque l'État ne peut pas tout faire, mais au moins se rassurer que la compétence prime. L'État peut tout accompagner. Voilà. Que dans cet accompagnement, qu'on ait au moins des hommes qui ont la capacité de pouvoir mener les choses. Parce qu'après tout, ce sont des services décentralisés, si on peut dire ça comme ça. Oui, ils sont là pour, voilà, c'est un peu des services décentralisés pour accompagner l'État. Donc, oui, mais c'est vrai que même pour accompagner l'État, mais l'État est l'autorité. C'est ce que je dis. Sans État, il n'y a pas de terrain. Sans État, en fait, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis que ce sont des services décentralisés en quelque sorte. Pour cela, il faudrait que l'État veille à ce qu'il y ait un certain dynamisme. On en revient encore à l'État. Toujours. On en revient. Peut-être le laxisme aussi. D'accord. On va évoluer. On va parler d'un autre sujet, je pense, qui concerne aussi Emmanuel Mabouan-Kessak. On voudrait bien avoir votre avis là-dessus. C'est le processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Nouveau rebondissement dans ces élections. Comme vous le savez, c'est un processus qui nous intéresse depuis plusieurs semaines. On en parle dans cette émission au fur et à mesure que les choses sont en train d'évoluer de ce côté-là. Le 12 août dernier, la Fédération ivoirienne de football avait décidé de suspendre le processus électoral et de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 29 août pour, entre autres, recomposer la commission électorale et donner les nouvelles directives pour la suite des élections. La FIF estimait alors que la commission électorale avait violé le code électoral et n'était plus crédible pour poursuivre les opérations puisque cette commission n'avait pas publié, par exemple, la liste officielle des candidatures dans les délais impartis. Mais loin de faire l'unanimité, cette décision de la FIF avait été fortement contestée par le camp du candidat Didier Drogba qui avait annoncé son intention de saisir la FIFA. La FIF, pour sa part, a envoyé 2 courriers d'information à la FIFA par rapport à cette situation. Voilà donc pour le rappel des faits. Vendredi, la FIFA a répondu à la Fédération ivoirienne de football et à cet effet, la FIFA estime que le comité d'urgence n'est pas compétent pour suspendre le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football, que ce dernier est donc toujours en place et qu'il doit reprendre son délai. Nous ne sommes pas en présence d'un cas non prévu par les statuts ou d'un cas typique de force majeure, a écrit donc la FIFA. De même, elle estime que l'Assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 29 août n'aurait pas compétence pour élire de nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Et la FIFA demande donc à cette dernière de se réunir rapidement afin d'entériner toute décision nécessaire par un vote conformément aux dispositions pertinentes
pertinente du code électoral. Fin de citation. Et la Fédération ivoirienne de football, tout en prenant acte de ces orientations de la FIFA, a lancé la réunion de cette commission électorale indépendante pour hier, mardi 25 août. Peut-être avant la réaction de Timothée Makongo sur ce sujet, Emmanuel Mabouan-Kessak, quel regard est-ce que vous portez sur ces élections au niveau de la Fédération ivoirienne de football, quand on sait par exemple qu'il y a un ancien footballeur qui est impliqué dans ce processus, Didier Drogba, et que vous-même, Emmanuel, vous êtes un ancien footballeur, et que vous aussi, vous avez été candidat à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous suivez cette actualité? Oui, bonjour à tout le monde au niveau de votre plateau, de votre panel. Je sais qu'il y a mon secrétaire général qui maîtrise bien le processus électoral dans les fédérations africaines de football. En tout cas, ici en France, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun et partout. Donc, c'est un schéma de la FIFA qui a envoyé à toutes les fédérations le mode électoral. Bon, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, moi, je suis footballeur. Moi, je parle de compétences. Si quelqu'un est compétent, il y a les acteurs de football. Moi, je n'aime pas trop quand on dit footballeur. Didier Drogba est candidat comme tout le monde, comme M. Sidi. Vous ne savez pas, derrière celui qu'on appelle le non-footballeur, il n'y a que des valeurs venues derrière lui. Peut-être parce que sur le terrain, il a beaucoup aimé. Peut-être parce qu'il n'y a pas que pousser sur le ballon, mais il y a des médecins de sport, il y a tout dans le sport. Donc, c'est pas parce que ça revient à peu près ce que je disais dans mon interview hier, dans une chaîne concurrente à vous, en disant que Joseph Antoine Bell était footballeur, mais maintenant, sur le terrain, on ne va pas dire que parce qu'il est footballeur, non, parce qu'il a des compétences, parce qu'il a des qualités, parce qu'il a le pouvoir de rassembler. Je pense que c'est sur ça que les électeurs vont beaucoup plus pencher. Sur le cas du Drogba, c'est vrai que c'est un homme qui est fort et que lui aussi, maintenant on veut voir ce qu'il a fait sur le terrain. Pendant le football, il a joué au football, mais en dehors du football, est-ce qu'il était bien avec ses coéquipiers? Est-ce que c'était quelqu'un qui peut facilement, il peut ouvrir les portes, mais est-ce que c'est un rassembleur? Ça, je le suis de près puisque je suis proche des deux candidats. Donc, quelques petits soucis avec la liaison avec Emmanuel Mabouan-Kessak. Vous nous recevez, Emmanuel? Moi, je vous reçois 5 sur 5. Ah, on n'a pas compris justement la dernière partie de votre intervention. Je vous dirais que Drogba était un footballeur, un candidat comme tout le monde. On se pose la question maintenant, le problème de Drogba. Il a joué au football, oui. Est-ce que pendant qu'il a joué au football, qu'après le football, il a mené des actions dans le football? Est-ce que c'est un rassembleur? Puisque M. Tidibi, de l'autre côté, rassemble la plupart des anciens footballeurs. C'est de ça qu'il s'agit, des actions sur le terrain. On sait que Didier Drogba peut ouvrir les portes. Ouvrir les portes, ça ne veut rien dire. Mais maintenant, est-ce qu'il peut rassembler tous les footballeurs ivoiriens? C'est ça la question. Je disais tout à l'heure que j'étais proche des deux côtés, que du côté de Drogba comme de l'autre candidat. Je connais du monde dans les deux camps, donc j'aurais du mal à me prononcer. Moi, je veux voir les faits sur le terrain. Voilà. Vous voulez voir les faits. Alors, vous avez été candidat vous-même, Emmanuel Mabouan-Kessak, vous faites bien de parler aussi de Joseph Antoine Bell en passant. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire avec toutes les complications que, par exemple, un ancien footballeur comme Didier Drogba a eu à déposer sa candidature. De manière globale, pourquoi est-ce qu'une fois, quand ces footballeurs ont terminé leur carrière et qu'ils veulent participer à la gestion justement de disciplines comme le football, ça coince? Mais vous pensez que ça passe pourquoi? Parce que déjà, les gens ne connaissent pas. Je parle sur le contrôle de Timothée qui est sur le plateau. Il y a un processus électoral et qui est mis en place. Les footballeurs, dès qu'ils arrêtent le football, ils pensent qu'on va venir les chercher à la maison et qu'il faut s'investir. Il faut être soit dans un club, être président du club, même pas seulement président. Il faut s'investir dans le sport en général, dans le foot en général. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une équipe, vous pouvez avoir une académie. Il y a beaucoup de métiers dans le sport. Mais si vous êtes que vous ne faites rien de cela. On dit seulement parce que vous avez joué au football, vous présentez votre candidature. C'est normal qu'on va sortir sans des voix. Mais il y a une autre chose. Pour avoir des voix, pour qu'un footballeur soit président, il faut que la plupart des footballeurs, quand ils arrêtent le football, qu'ils s'investissent dans les métiers du sport. C'est-à-dire que
on devait trouver dans toutes les équipes en Afrique, au Cameroun plus précisément, pour ne parler que du Cameroun, c'est-à-dire que dans presque toutes les équipes, on trouvait, dans tous les corps de métier, on devait trouver des footballeurs. Et ce sont ces corps de métier qui élisent le président de la fédération. On peut faire comme ça, c'est-à-dire que tu arrêtes ta carrière, tu restes à la maison, on n'aura jamais un candidat qui va passer. Mais si vous vous investissez, regardez, Samuel Eto'o, il l'avait bien compris. Il a fait 2 ans. Il a fait 2 ans, il allait voir les délégués. Il s'est investi, il a gagné avec M. Sédou. Donc, nous, les footballeurs, si nous voulons gagner les élections, on doit s'investir, pas seulement à Yaoundé et Douala, mais dans tous les clubs du Cameroun, on doit trouver des footballeurs. Et dans tous les clubs du Cameroun, dans chaque ville, il y a des valeurs. Donc, c'est à nous de s'investir plus dans le monde du sport, dans les clubs, dans des académies, pour pouvoir avoir des délégués, pour pouvoir voter, puisque c'est les délégués qui votent. Regardez dans l'assemblée la dernière assemblée élective du Cameroun, il y avait 78 personnes à peu près, et il fallait voir ceux qui étaient dans la salle. Dans la salle, je me suis retrouvé avec Lucien Congo qui représentait le SINAFOC, les footballeurs, vous avez Michel Kaham, ancien footballeur, vous avez Joseph Antoine Bertekeke et moi. Mais les autres, c'était des présidents de clubs, c'était des délégués qui venaient dans les différentes régions du Cameroun. Donc, si on n'a pas cette majorité, on ne pourra jamais avoir la présidence d'une fédération, à moins qu'un mécène ne soit derrière vous pour faire enfin, je ne veux pas parler de corruption, pour acheter des voix, hein, j'ose le dire, voilà. Merci Emmanuel Mabouankesak, et vous restez évidemment avec nous tout au long de cette émission. C'était votre analyse par rapport à cette situation au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Timothée, quel regard est-ce que vous portez sur ce nouveau rebondissement au niveau de la FIFA qui vient, disons, recadrer un tout petit peu la Fédération ivoirienne de football? Souvenez-vous, nous, pour les positions camerounaises d'une manière générale, et particulièrement la position de STV aussi, parce que je m'enregistre, parce que c'était un peu la position de STV, c'était que la Fédération ivoirienne n'a pas exercé sa souveraineté en tant que... Il n'y a pas de position de STV. Non, quand je dis position de STV, je veux dire que ce qui est sorti de notre plateau ici, c'est que la Fédération ivoirienne n'a pas manifesté, n'a pas exercé son droit de souveraineté au niveau d'une commission qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Vous avez un comité directeur, une organisation de la Fédération ivoirienne de football qui décide de mettre en place des commissions. Elle met en place des commissions, ça veut dire qu'elle a un droit de sanction, un droit de regard sur le travail de ces commissions, un droit de correction sur le travail de ces commissions. Comment la même fédération suspend-elle une commission jusqu'à écrire à la FIFA pour leur dire, la FIFA dit nous en réalité, ça veut juste écrire à la CAF et même à la FIFA, parce qu'ils écrivent à la CAF et à la FIFA. Ça veut dire tout simplement que le jour où nous le disions sur votre plateau, ça veut dire que la commission, que la Fédération ivoirienne de football, soit elle est trop faible pour commander, pour exercer sa souveraineté, soit il y a des forces en place telles que ce comité d'urgence ne dirige plus. En plus, ils étaient eux-mêmes en flagrante contradiction avec leurs propres tests parce qu'ils violaient les tests qui voulaient que c'est l'Assemblée générale qui décide de la suspension d'un membre de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont leurs tests aussi comme les nôtres, comme ceux de la FIFA. Et puis, il y a cette possibilité au niveau de chaque fédération que le mot d'ordre que la FIFA a donné. Quand il y a des accords à l'intérieur d'un groupe, on passe au vote. Je ne sais pas pourquoi ils ont estimé qu'ils peuvent tout simplement suspendre et demander l'avis de la FIFA. C'était ridicule. Ça nous ramène encore à la place de coloniser le colonisé, qui fait que forcément les Blancs rient. La Fédération ivoirienne n'avait pas besoin de l'arbitrage de la FIFA. Elle n'avait pas besoin de l'arbitrage. En fait, la FIFA leur a renvoyé leur truc en disant que votre suspension est nulle et nulle. Conformément à vos tests, votre suspension ne vaut rien. En fait, la FIFA n'a fait que lire leurs tests. La FIFA ne leur a pas imposé une solution. La FIFA a lu leurs tests. Et ça, c'est honteux encore pour l'Afrique. Moi, j'en ai ressenti une véritable honte. Parce que je dis, au-delà des hommes, au-delà des trucs, nous avons encore cette couverture qui est le droit. Et le droit qui est les dispositions statutaires et autres qui existent. Nous pouvons nous baser dessus pour essayer de faire les choses normalement. On va appeler la FIFA et la FIFA nous dit, mais vous avez écrit vous-même vos tests. Finalement, ça veut dire que la FIFA vient de dire que cette fédération est incompétente. C'est pour ça qu'elle donne la place. Elle vous dit, OK, remettez en place pour réintégrer la commission électorale. Puisqu'elle est forte. Elle a contesté quelque chose de manière légitime et les autres ont contesté ce qu'ils avaient créé eux-mêmes. Quand tu as la place d'un président comme ça, d'une seule fédération, tu donnes ta démission. La meilleure solution, c'est de donner ta démission parce que tu t'es montré complètement incompétent. Et là, au vrai sens du mot. Complètement incompétent, complètement mal conseillé. Et ça veut dire que toute l'équipe d'urgence doit sauter. Et ça, c'est très, très grave pour l'Afrique.
C'est une honte, en réalité. Alors aujourd'hui, à qui pourrait profiter selon vous cette sortie de la FIFA, cette clarification de la FIFA, Sylvain Kouambi, vous qui suivez, j'imagine bien l'actualité au niveau de ces élections à la FIFA? Non, peut-être avant de revenir, il faut dire que je suis toujours étonné à chaque fois qu'on arrive à un processus électoral, que presque toutes les fédérations aient toujours à faire recours à la FIFA, ouais, pour regarder ceci, pour donner un avis sur ceci. Et moi, je me suis toujours posé la question, à quoi sert la CAF finalement? Ouais. Parce que de tout ça, on n'a jamais entendu la CAF. Ouais. On n'a véritablement pas encore entendu la CAF. Pourquoi pas la CAF d'abord, directement la FIFA? Je ne sais pas, est-ce que la CAF ou alors les confédérations se résument simplement à organiser les compétitions, à faire des appels d'offres pour les pays organisateurs? Est-ce que ce n'est que ça le travail, à gérer les droits de télévision? Est-ce que ce n'est que ça leur rôle? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle de réguler la gestion de leurs associations membres? Peut-être vous qui êtes... Oui, non, en fait ce qui se passe à la FIFA, la personne qui a eu vraiment un souci de vouloir réguler, c'était l'ancien président de la CAF. Effectivement. Mais malheureusement, la CAF est fortement inféodée à la FIFA. Parce que la plupart des compétitions organisées par la CAF, la FIFA intervient vraiment... Oui, non, je dis au moins là, on est dans la gestion des affaires courantes, de l'administration. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment, face à une situation comme ça, un de vos membres est dans une situation de conflit textuel. Et vous n'intervenez pas, il faut que ce soit encore la FIFA qui vienne dire non, recadrer ici. Il y a un phénomène d'inféodation incroyable. Donc, il faudrait bien qu'à un moment, il faudrait bien qu'à un moment que la CAF, il faudrait bien qu'à un moment la CAF apprenne à se prononcer aussi sur ce type de sujet. Et c'est ça qui permet de savoir qu'on est une grande confédération et qu'on a une certaine étoffe. Voilà, pas seulement d'attendre sur des questions aussi basiques des textes. La CAF aurait pu rapidement régler ça. Et même la CAF, même la fédération ivoirienne. Non, je dis au moins. Tout à l'heure, vous parliez de la honte pour l'Afrique. C'est pour ça qu'il dit qu'au moins, pour rester sur le plan africain. Ça avait été au niveau africain. Voilà, peut-être ça n'aurait pas eu le sentiment de coloniser, colonisateur, ainsi de suite, ainsi de suite. La CAF peut rapidement régler ces détails, surtout qu'il s'agit d'une simple interprétation des textes. Le secrétaire général aussi peut convoquer une commission compétente à la CAF et lire si les textes sont en conformité et puis rappeler à chaque fédération que ici vous avez mal interprété, vous avez bien interprété, puisque la CAF a le pouvoir aussi de sanctionner une fédération en l'excluant de ses compétitions. Donc la CAF peut également intervenir pour recadrer ce genre de choses au lieu d'attendre toujours que la FIFA soit en train de se prononcer. Maintenant, à qui est-ce que ça profite? Il faut simplement dire que tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Emmanuel Mabouankesak du Pelé, que nous affectionnons particulièrement. Et dans la partie du débat tout à l'heure, ça va voilà la dénonciation qu'il a faite tout récemment et qu'il l'a souvent fait, même s'il ne l'avait pas encore fait avec une telle force, comme cela a été le cas aujourd'hui. Ça dénote un peu de la situation de l'Afrique de manière générale, des problèmes qu'ont presque tous les footballeurs à s'intégrer. La première chose, il parlait de revenir dans les clubs. Sauf que je voulais rappeler à Mabouan qu'il y a beaucoup d'anciens footballeurs, même des mondiales 90, qui sont entraîneurs, qui sont, pour certains, bref, qui occupent... Des officiels, quoi. Voilà, qui sont là dans la gestion quotidienne du sport. Je ne voudrais pas revenir sur le cas un cas patent, avec notamment Djonké Bonaventure et UMS, qui pour une fois à l'Africa Foot s'est montrée assez rigoureuse dans une décision et a décidé de rétrograder UMS. C'est aussi ça qu'on attend d'une fédération, de vraiment protéger les acteurs quand ils sont en détresse et en difficulté. Donc, regardez un peu, pour ceux qui ont eu le courage d'accepter revenir, regardez à quel niveau ils sont infantilisés dans la gestion courante de notre football. Regardez à quel niveau ils sont marginalisés à la limite. Regardez comment ils sont traités. Et vous pensez que vous avez la statue d'un Samuel Eto'o. Vous allez venir accepter toutes les humiliations que les Djonké Bonaventure et autres subissent dans nos clubs, où on est incapable de payer le salaire, où on est incapable d'assurer le strict minimum aux joueurs et tout ça. Vous pensez qu'ils auront le courage? Alors, d'une manière ou d'une autre, ça révolte
et ils se disent, si on a une certaine capacité, pourquoi pas ne pas venir là où on peut botter le pied dans la fourmilière pour essayer d'avancer les choses. Sauf que... C'est même ça aussi qu'Emmanuel avait dénoncé en parlant de oui, et je pense... Voilà, de regretter, moi, vous avez vu le traitement qui lui était réservé à la FECAFOOT, il était pratiquement devenu un simple coursier. Voilà, donc, lorsque vous regardez la manière dont ces anciens footballeurs sont traités, ça n'encourage pas beaucoup à venir dans la gestion quotidienne. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a une autre manière d'impacter le quotidien du sport et particulièrement du football. Peut-être c'est la démarche souvent que beaucoup de footballeurs ne parviennent pas à mettre en place pour essayer de créer un certain assentiment. Mais comme je le dis, vous avez beau créer l'assentiment que vous voulez, et ça, je le dis en connaissance de cause pour avoir vécu le dernier processus électoral, vous avez beau créer l'assentiment auprès de tous les acteurs de foot, sauf que il y a quelque chose de magique qui se passe dernièrement, très souvent à la veille et le jour de l'élection même. Et ça, je l'ai vécu avec... J'étais presque scandalisé de voir ce que j'avais vu. Et vous vous posez finalement la question de savoir, un jour, j'étais dans un forum et puis j'ai suivi des plaintes et j'ai dû être à la limite, je ne sais pas, non, je ne vais pas dire arrogant. J'étais choqué de la plainte de certains présidents. Je me suis dit, mais vous ne pouvez pas venir vous plaindre dans les forums, arrêtez de nous rabâcher les oreilles. Et à chaque fois, vous les journalistes, on vous appelle, voilà, vous voyez ceci, machin, truc, vraiment, voilà, telle preuve. J'ai dit, arrêtez. On ne peut pas sortir d'une élection où les gens vous ont présenté leur programme. Vous avez décidé délibérément d'aller partiser avec la corruption et tout ce que ça engage pour élire des candidats et des présidents et venir à la fin vous plaindre comme si vous ne saviez pas. Durant tout le processus électoral, le débat était posé sur la qualité de chaque candidat, ce qu'il est capable d'apporter, ce qu'il n'est pas capable d'apporter. Et parce qu'on vous balançait quelques petites prébendes, quelques petites miettes, vous êtes allé vendre votre avenir, l'avenir des jeunes gamins que vous entretenez chaque jour. Et après, vous venez vous plaindre, oh, machin, truc. Mais après, non. Ils viennent dénoncer. Voilà, vous venez dénoncer ceux qui ont eux-mêmes. On ne peut pas être dans un... C'est comme si pendant la période électorale, il y avait une sorte d'envoûtement qui empêchait aux gens d'être un peu lucides. C'est de ça dont il est question. Peut-être pour revenir au sujet, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, c'est le même cas. Tout à l'heure, Emmanuel posait la question de savoir si Didier Drogba, mais on a vu lorsque l'association des joueurs en Côte d'Ivoire, la FI, n'a pas accordé son parrainage. Ça, c'est le plus gros scandale du siècle. Et vous avez vu la réaction de tous les joueurs qui se sont désolidarisés complètement de la décision de la FI. Qu'est-ce qu'il faut davantage pour montrer qu'on peut rassembler et qu'on a l'assentiment des gens? Alors, deux personnes se sont assis parce qu'ils ont le pouvoir, un petit pouvoir qui leur a été octroyé par les membres. Ils s'asseyent et ils décident selon leurs intérêts. Ils ne tiennent pas compte de l'intérêt populaire. Et je dis, c'est le plus gros scandale. C'est-à-dire, Didier Drogba... Même si on a reproché à Didier Drogba de ne pas venir, de n'avoir pas dévoilé ses intentions bien avant, que la fille avait déjà accordé son soutien longtemps à l'avance, etc. Il ne vient pas aux réunions, il n'est pas impliqué dans la gestion du football en Côte d'Ivoire, etc. Je vais vous prendre un exemple patent de ce que c'est que la solidarité de corps. Dans le corps de journalistes, par exemple, et ça, je l'ai vécu encore tout récemment, ce sont des débats en permanence. Je ne suis pas d'accord avec la position de tel. Mais dès qu'un journaliste a un problème, j'étais surpris la dernière fois, je prends le cas, et je préfère citer, pour que les gens comprennent bien, le cas d'Ernest Obama, par exemple, le confrère Ernest Obama. La corporation n'était pas toujours en accord avec ses positions, mais ce sont ses positions. Et lorsqu'il a eu un problème, j'ai été surpris de voir que c'est le président du SNJC en premier qui a réagi en soutien aux confrères qui étaient en difficulté. Donc, quelle que soit la divergence d'idées, lorsque on est dans une sorte de... Non, je dis c'était un argument fallacieux qui ne pourra jamais tenir la route, quel que soit là où on passe. Ça ne peut pas tenir la route. Le corps de métier, c'est la solidarité aveugle, si on peut même le dire ainsi. C'est la solidarité aveugle. Oui, c'est la solidarité aveugle. Vous ne pouvez pas avoir votre membre, de surcroît votre président, votre vice-président, qui va se présenter à une élection et vous prenez le mandat
le parrainage, vous partez donner à une autre personne. Non, je dis qui n'est pas de votre corps de métier. C'était logique que la FIF soit suspendue par la FIF Pro. Tout à fait. C'était une logique. Il faut dire, si la FIF Pro ne s'était pas prononcée, honnêtement, à ce niveau également. Oui, non, je dis si elle-même, elle ne s'était pas prononcée, ça devait être un autre scandale. Elle était obligée de se prononcer justement parce que ce que les Ivoiriens n'ont pas oublié, qu'ils disent tous dans leurs journaux, que la FII, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne si vous permettez, existe grâce à... en quelques secondes. Regardez à chaque fois la réaction de la FIFA quand une de ces fédérations se sent menacée par le gouvernement. Que la fédération ait tort ou raison. La FIFA vient d'abord défendre sa fédération membre. Et ça, c'est très important. D'abord, avant de voir comment régler le problème de manière diplomatique. Mais elle vient d'abord défendre son membre. C'est automatique. C'est clair. Et la FIFA était obligée de défendre cette situation parce que ils étaient en marge de la réalité de vote qui était prévu. Et tout le monde savait très très bien que c'est Drogba qui a mis en place l'association des footballeurs ivoiriens, a pris des dizaines, des centaines de millions pour que ça soit accepté dans le monde. C'est pas facile d'accepter une association au niveau de la FIFA. C'est un processus qui est très très lent et très long par moment. Or, tout le monde à Côte d'Ivoire, ils savaient tous que c'est Didier qui a fait le tour des équipes, des clubs, des groupes sociaux pour essayer de leur faire comprendre qu'il leur faut absolument un syndicat de footballeurs, une association de footballeurs. Et ça a été accepté en Côte d'Ivoire. Et il a accepté, il s'est humilié en disant que lui, comme il n'est pas souvent là, il accepte d'être le vice-président. Malheureusement, ce sont ses propres amis de Muro et tout ça qui ont tiré sur lui. Et comme a dit Sylvain, ils se sont tenus de... C'était un scandale même en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne comprenaient pas. Didier Drogba. Et puis c'est un peu ce côté-là africain de tirer tout le temps sur les artistes. Au lieu... Non, parce que c'est Didier Drogba... Moi, je pense réellement... Non. C'est pas un problème de fermer les yeux. Moi, c'est un problème de service rendu à une nation. Dans ce sens que quand on est une icône, quand on a une gloire, quand on a un produit. Parce que Didier est un produit pour la Côte d'Ivoire. Quand on a un produit, on est rentable à son pays. Et on peut utiliser ces produits à tous les niveaux. Sur tous les plans stratégiques, politico-sociaux, les politiques sportives, politiques financières, politiques de promotion, même sportives. C'est un produit et ce produit-là... Il y a qu'en Afrique que ça ne suffit pas. Il y a qu'en Afrique que ça ne suffit pas. Il faut voir, est-ce que la personne a mené des actions dans le football là-bas? Est-ce que la personne rassemble la famille du football? Bien sûr. La preuve, c'est que c'est lui qui a mis en place le syndicat des footballeurs. Il y a qu'en Afrique qu'on pose ce genre de questions. Il n'y a qu'en Afrique qu'on pose ce genre de questions. On voit comment ailleurs, les gens... On a vu Bekemba, comment on a vu partout dans le monde. Il n'y a qu'en Afrique qu'on vient poser, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'être un produit? Pendant 10 ans, on suivait Pelé, on a voulu qu'il soit ministre, on l'a suivi. On fait de nos produits. Chez nous, ici, là, dès que tu es une gloire, il faut tirer sur toi. C'est la même chose, nous avons, de la même manière, nous avons Eto'o, qui est un produit absolument, un monument pour le Cameroun. Mais tu verras quand tu tirera sur lui. S'il arrive à vouloir la fédération camerounaise de football, il faut la lui donner. Ce qui arrive à Didier Drogba aujourd'hui pourrait... au Cameroun, c'est même encore plus grave. Parce qu'au Cameroun, nous sommes plus malhonnêtes que les Ivoiriens. Si ça arrivait à Bell, si ça arrivait à Mabouan Kesak, je ne pense pas que ce ne soit pas à Samuel Eto'o que ça ne pourrait pas arriver. Tout à l'heure, encore qu'il a même fallu qu'il passe par des gens pour prendre le contrôle de la FEGAFOOT. Et vous savez aujourd'hui que même avec ces gens-là, ils sont Sylvain, le véritable problème aussi. Alors peut-être pour terminer sur ce sujet et passer au débat avec cette lettre ouverte d'Emmanuel Mabouan Kesak dans quelques minutes. Est-ce que Sylvain Kwame, vous avez l'impression que le fait qu'aujourd'hui, cette année, ces élections à la Côte d'Ivoire, qui est Didier Drogba qui soit candidat, est-ce que c'est une candidature qui dérange? On assiste à tout ce qu'on est en train de voir là parce que Didier est impliqué? Naturellement. Naturellement. Tout ce qui se passe aujourd'hui à la FIF, c'est du simple fait que Didier Drogba est candidat. Et ils savent très bien que Didier Drogba va faire l'unanimité, première chose. Et en plus de l'unanimité qu'il fait, ils savent très bien que d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils connaissent l'homme, ils l'ont vu à l'œuvre pendant qu'il était footballeur. C'est pas comme s'ils découvrent Didier Drogba. Ils savent que Didier Drogba va venir dans la logique d'une certaine rupture, avec un certain nombre de pratiques. Avec un certain nombre de pratiques. Et la mafia tout autour, est-ce qu'elle est prête à rompre
avec un certain type de pratique. Voilà la grosse question. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour empêcher cette nouvelle personne-là qui pourrait venir rompre justement avec un certain fonctionnement. Et c'est dommage pour le football ivoirien qui a justement besoin de l'aura des personnes comme Didier Drogba pour... et puis ne faisons pas comme si c'était un simple footballeur qui ne connaît que taper au pied. C'est quand même une tête pleine. Non, c'est une tête pleine. Et puis il peut s'entourer d'une équipe. Il peut s'entourer voilà, en plus de ça, il peut s'entourer d'une équipe. Et on a vu ses actions même sur le plan humanitaire. Non, ce que je voulais dire. Pendant qu'il était encore joueur. Donc, venez nous dire aujourd'hui que Didier Drogba n'a rien fait. En pleine guerre, après être qualifié, c'est la seule personne, même les ministres tout autour de lui, on a vu les images dans mon télévision. C'est le seul joueur qui a réussi à penser que le pays était en guerre. Agenons-nous pour demander pardon et demander aux gens de baisser les armes. C'est le joueur qui est rentré, il a demandé à toute l'équipe, qu'ils aillent en plein champ de guerre pour demander pardon à la population de baisser les armes. Mais vous voulez que quelqu'un s'investisse de quelle autre manière? Non, mais attends, il a participé, comme Timothée le disait, à la mise en place d'une association pour réunir les footballeurs afin de porter leur voix à un certain niveau. Mais on veut que Didier, on voulait seulement qu'il vienne faire comment? Qu'il vienne couper sa tête et qu'il donne à chaque Ivoirien pour qu'on comprenne qu'il s'est impliqué. D'accord. Sylvain, je voulais juste ajouter quelque chose rapidement d'une minute. En fait, tout ce que tu dis est absolument vrai. Les actions de Didier Drogba sont absolument évidentes. Ce qu'il faut comprendre, la rupture réelle entre ce phénomène-là où nous avons une gloire qui a été utile, qui a fait des actions non seulement sociales, qui était un sportif de haut niveau et qui a eu des actions sociales. Exactement comme Eto'o. Eto'o, sur le plan social, a fait beaucoup d'apports. On ne peut même pas les compter. Effectivement. Le problème qui se pose, c'est que dans l'Afrique qui se forme aujourd'hui, qui se développe aujourd'hui, nous avons deux qualités d'hommes dans les hommes du pouvoir. 70% n'ont jamais été des nationalistes. Ils ne sont pas des patriotes. Ils n'ont pas l'amour pour la nation, donc pas d'amour pour les hommes de cette nation. Pour revenir au foot. Donc, je suis au foot toujours. Parce que c'est le football qui a une passion réelle, qui a soulevé des masses extraordinaires. Une des plus belles passions qu'on ait eues dans le monde, au Cameroun en particulier, c'est le football. Le football a rassemblé la plupart des tribus. À une époque, il y avait même une espèce de tribalisme qui a été brisé par le football. Et c'est pour ça que je dis que le football a apporté tellement d'amour. D'accord. Et nous avons tous aimé. À travers tout le Cameroun, nous avons aimé Mbappé à une époque où les gens avaient encore un certain patriotisme. Nous entrons dans une ère de corruption. Il y a deux types d'hommes qui se forment. Parce que c'est là la base de ce problème. Sur le sujet ivoirien. Mais je suis sur le pouvoir ivoirien et africain. C'est le même type ivoirien à Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Deux types d'hommes qui prennent le pouvoir dans nos pays, d'une manière générale. Un type qui est maintenant minoritaire, qui sont des nationalistes et des patriotes, et un petit groupe sans amour qui représente peut-être 70% qui ont aussi qui contrôlent le pouvoir. Avec le recadrage de la FIFA, quand même, on remet la balle au centre. Avec l'arbitrage de la FIFA, en fait, les Blancs ont un pas sur nous, c'est qu'ils ont mis en place des lois auxquelles ils s'accrochent. Des dispositifs auxquels ils s'accrochent, parce que si c'est des dispositifs qui viennent des hommes, tous tombent par terre. Et nous avons un problème, c'est que ces dispositifs, c'est les hommes qui veulent passer avant les structures. Et les structures devraient se pérenniser, mais les hommes veulent passer avec les structures. Forcément, nous avons de ce groupe-là qui a de la haine. Donc, on va évidemment suivre il faut simplement dire que dans ces événements, ce que vous oubliez peut-être de dire, c'est que le combat n'est pas terminé. Juste après ce recadrage, vous avez vu qu'on a poussé pratiquement l'ancien président de cette commission à la démission. Pour remplacer. Donc, vous comprenez que jusque-là, il y aura toujours une volonté de tout faire pour empêcher. L'élection, c'est le 8 septembre. Là, oui, début septembre. Maintenant, on attend de voir la nouvelle commission à l'œuvre. Et la FIFA a demandé que la commission qui était en place reste. Voilà. Oui, non. Vous avez suivi les derniers événements. Donc, vous avez suivi les derniers événements. Cette commission peut rester, mais si vous décidez de démissionner, ou peut-être parce qu'on vous a contraint à démissionner, la FIFA ne va pas venir vous imposer. Donc, voilà, donc il faut faire très attention. C'est très subtil. La Fédération ivoirienne disait dans son courrier, on va mieux expliquer la situation à la FIFA. Donc, on peut dire que... Voilà, donc on sent toujours qu'il y a une volonté de ne pas permettre à Didier Drogba d'être candidat à cette élection. On voit bien, c'est-à-dire comment on peut venir vous reprendre sur vos propres textes.
Pourtant, vous êtes appuyé sur ces textes-là pour essayer de faire passer des choses qui ne devraient jamais passer. Voilà. Et c'est sur ces propres textes qu'on vient vous dire, mais monsieur, voici. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle volonté au sein de la fédération, ou du moins de certaines personnalités au sein de la fédération, de ne pas voir la candidature de Didier Drogba passer. Et vous avez vu que les problèmes de la commission ont commencé justement dès qu'elles ont validé. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'association des footballeurs, on a bien vu que Domoro et son acolyte étaient pratiquement vomis. D'ailleurs, il y a le nouveau président, c'est Yaya Touré. Si on s'en tient à l'évolution des événements, encore que Yaya Touré, que hier on présentait assez distant avec Didier Drogba, mais il a été le premier à se lever pour soutenir Didier Drogba et à être contre la décision de Domoro. Voilà. Yaya Touré, il a toujours été contre l'ancienne équipe. Voilà, contre Domoro de ne pas accorder le parrainage. Solidarité de corps, voilà. Solidarité de corps oblige. On peut ne pas être d'accord sur le plan idéologique, mais lorsqu'il s'agit d'un intérêt général, on doit absolument se mettre ensemble. Donc le processus reste encore... c'est pas terminé. C'est pas terminé. Attendons de voir la copie que va produire. Et cette liste qui n'a pas été publiée à temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont retardé parce qu'il fallait justement trouver un prétexte. Du fait que la commission avait déjà validé la candidature de Didier Drogba, on a tout fait pour empêcher qu'elle soit publiée dans le délai requis pour vouloir s'appuyer dessus que la commission et suspendre. Voilà, donc, d'accord. Merci bien pour cette analyse. On va évidemment suivre l'évolution au niveau du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football, processus dans lequel, on le rappelle, l'ancien footballeur international Didier Drogba est impliqué. On passe en transition à la seconde partie de cette émission et c'est toujours avec Emmanuel Mabouan-Kesak qui est avec nous, et cette fois on va s'intéresser à la lettre ouverte qu'il a publiée en début de semaine, une lettre dans laquelle il s'adresse à ses anciens coéquipiers, les grands frères comme il les appelle, une lettre dans laquelle il dénonce aussi un certain nombre de choses. Emmanuel, j'espère que vous êtes toujours avec nous, Emmanuel Mabouan-Kesak. Déjà, de manière globale, peut-être avant de rentrer dans le fond du sujet, la cérémonie de la distribution des clés pour les logements des 22 lions, c'est demain jeudi. Emmanuel, est-ce que vous serez à cette cérémonie? Non, je serai là, j'ai envoyé mon avocat et moi je vais vous quitter malheureusement parce que j'ai la prends une heure pour Bruxelles et ce n'est que demain que je vais retrouver le Cameroun. Donc la cérémonie sera déjà terminée. Donc je vais vite revenir sur les faits. C'est suite à la réaction des gens sur les antennes qui m'avaient dit que je traînais les lions dans la boue et de l'autre côté qui disaient que j'étais la cause de la chute. Je reviendrai sur les prochaines minutes parce que malheureusement, un vol à prendre Bruxelles dans 30 minutes et dans une heure et je suis encore... Allez-y dans le fond, allez-y rapidement alors dans le fond. Je suis obligé d'arriver à Bruxelles demain matin pour le Cameroun. Je serai au Cameroun demain à 22 h. Donc, comme je vous dis, je ne serai pas à la cérémonie. Mais j'ai accepté de prendre la maison qu'on m'a donnée sans chichi. Donc, vous êtes d'accord avec le logement? Je reviendrai largement du palais. Et puis pour dire, c'est une anecdote, une exclusivité. Vous savez que quand je me suis porté candidat à la fédération, l'idée est venue de Makongo qui est sur la table et il peut vous dire dans quel hôtel, à quel moment il avait décidé. Bansoa, lui, Annie Epé, qui avait dit Pelé va te porter candidat. Que ce n'est venu de nulle part, de personne. C'est eux qui m'ont dit Pelé, tu as fait ça, vas-y, tu es notre président. Je pense que vous êtes, les gens ne doivent pas dire à telle personne. Non, c'est Makongo qui est sur le plateau. C'est vous-même qui étiez témoin ce jour-là, Annie Epé et le grand frère Bansoa qui m'avait rendu visite dans un hôtel de Douala. Et c'est là où j'avais pris la décision d'être candidat. Donc, il n'y a pas que j'ai fait échouer Belle ou machin. Sur le terrain, j'ai eu mes parrainages par les présidents de club. Je les ai encore. Je pense que quand j'ai déposé ma candidature, 20 minutes après, j'ai rencontré M. Joshua, ancien président de l'élection, président de la FECAFOOT. Ils m'ont reçu, le sud-est et le nord-ouest. Allez leur demander combien de voix ils m'ont donné. Allez demander au sud, allez demander au centre. J'ai eu mes voix et je les ai, comme ils disent qu'ils m'ont supplié toute la nuit. Pourquoi ils m'ont supplié toute la nuit? Pour de cause.
Voilà. Donc, je reviendrai sur ça. Malheureusement, je dois vous quitter parce que j'ai un vol à prendre dans 1 heure. Et là, je suis très loin de l'aéroport. Ouais. Et je serai à Yaoundé. Je serai à Douala de soir. Excusez-moi vraiment de quitter le plateau. D'accord. Et si je vous salue et je vous remercie. Merci bien, Emmanuel Mabouan Kesak, d'être resté avec nous depuis le début de cette émission. De façon globale, on a compris un peu le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée. Il a tenu, il tient à mettre le point sur les i concernant cette candidature de Joseph-Antoine Bell. Parce que quand même, on se rappelle, Sylvain, on se disait, il y a une élection au niveau de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi est-ce que les footballeurs ne peuvent pas parler d'une seule voix? Je pense qu'il y avait 3 candidats, 3 anciens footballeurs qui étaient candidats à cette dernière élection. Et jusqu'au jour même de ces élections-là, Emmanuel était candidat, Joseph-Antoine Bell était également candidat. Et il a bien fait de repréciser les choses. Mais je peux donner des explications là, sur cette histoire-là, parce qu'il faut quand même que les téléspectateurs comprennent très bien d'où viennent parfois les fonds de problèmes. Tout à l'heure, tu as parlé très loin parce que, bon, Madame Makéda n'a peut-être pas donné le temps d'exprimer mieux ta pensée. C'est vrai qu'on veut être dans une réalité de solidarité de corps, en tant que sportifs qui ont lutté ensemble, qui ont mangé dans le même plat, qui ont dormi sur les mêmes planches, qui ont eu les mêmes joies et les mêmes peines sur un terrain. Mais il y a, et c'est là que le cri de Mabouan est bien justifié, là, le cri dans sa lettre, où ils disent que certains frères n'ont pas soutenu d'autres frères. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez la candidature de l'année où il y avait Mabouan était candidat, Bell était candidat, je crois que Karam était candidat aussi. Non, pas Karam. Non, pas Karam. Il y avait un ancien footballeur qui était... Oui, le nom, certainement. Il y avait Bell... Il y avait un troisième footballeur, le nom va revenir. Oui, ça va revenir. Toujours est-il que, quand vous voyez en réalité, Bell avait une équipe de personnes qui ne voulaient pas les autres footballeurs. Moi, j'ai même demandé à faire partie de leur groupe pour être dans une réalité de solidarité. Ils m'ont chassé, poliment. Je suis allé dans le groupe du côté de Karam, j'ai essayé de m'arranger avec Karam. Karam était dans une autre réalité, dans un autre circuit. Nous étions un très, très grand groupe, le RFC. Nous avions à peu près 150 membres. Nous voulions absolument former quelque chose, un tout, que nous soyons d'accord avec les membres nous sommes allés vers les membres du SINAFOC à l'époque. Et nous ont donné une fin de non-recevoir. Nous avons même essayé de passer par Roger Mila pour qu'on forme un groupe. Mais Roger Mila nous a rejetés. C'est pour dire que ne dites pas que les gens ont été contre Bell ou les gens... Bell, ils s'isolaient tout seul parce qu'il ne voulait pas avoir d'autres intelligences autour de lui. C'est un très bel orateur. C'est quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime très bien, qui a le sens de la rhétorique, le sens même de la répartie, mais qui est absolument très, très égoïste dans sa façon de voir les choses. Mila, c'est pareil. Mila, il doit dominer absolument. D'autres idées ne passent pas en dehors de Mila. Voilà, elle est Patrick Chinda. Et il y avait Chinda aussi. Voilà, et Chinda était le seul qui était dans la même vision que nous, qui voulait absolument qu'on fasse un groupe. C'est comme ça que nous avons dit à Mabouan, attention, nous sommes au moins 150 footballeurs du même bord, qui voulaient absolument qu'un footballeur prenne le truc. Essaye d'aller négocier avec tout le monde. Nous avons insisté en disant à Mabouan, va négocier avec Bell, va négocier avec... Il a même essayé de voir dans quelle mesure il peut négocier avec Eto'o. Pour qu'on ait un seul candidat et que lui était disposé à donner ses voix même à Bell. Mais Bell, en réalité, dans son fugitisme, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui glisse énormément, mais qui a de très très bonnes idées, attention. Il se défend très bien, il analyse très bien, mais il aime être seul, et seul maître dans une situation. C'est ça qui le tue. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis et ce que je pense réellement, et c'est ce que j'ai vécu. Bon, maintenant, Mila, elle a un problème d'expression. C'est pas qu'il n'a pas d'idée, mais au niveau oratoire. Il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat, mais il influençait les différentes candidatures. Il jouait le rôle de glissement. Ça veut dire quoi, le RFC Il n'était même pas avec le RFC. Il a essayé de nous prendre. Nous sommes approchés du Roger Mila. On a même fait un test avec lui. Nous avons même écrit un test commun avec lui. Nous sommes approchés. Il a dit, OK, il va arranger ça, tout le monde.
après tout s'est disloqué. On était même proche, on a même négocié avec Tombi à l'époque. Et puis la veille, on nous dit que nous n'existons plus. Nous avions été reconnus par la Fédération camerounaise de football. La veille de l'élection, comme tu disais tout à l'heure, dans la nuit, ils nous sont disant que le RFC n'existe plus. Mais nous avions la lettre officielle de reconnaissance par le comité de trucs. C'est pour vous dire tout le truc magique, tricher, ça dit toutes sortes de... C'est dramatique. Ouais. Donc, ça veut dire que les footballeurs ont été incapables eux-mêmes de s'entendre. De s'entendre déjà. Pour soutenir une personne. Et le comité de, comment on appelle ce comité de normalisation qui était dirigé par Joseph Ona, qui nous a donné une lettre signée de Joseph Ona, que la seule association qui a bien rempli tous ces dossiers et qui est en règle est le RFC, signé Joseph Ona, président de la Fédération camerounaise de football. Le même nuit, vers minuit, une autre lettre du soir en disant que c'est le Synafoc est accepté comme association. Mais c'était un scandale. Mais on l'a fait passer en silence, avec la complicité du Premier ministre, du ministre des Sports, du président de la Fédération, du comité de normalisation. Et je le dis en connaissance de cause, en regardant la télévision, en interpellant Joseph Ona lui-même, qui était président de la Fédération camerounaise de football. Je l'interpelle là où je suis là maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a un faux tellement, et tu sais, les footballeurs sont dans une réalité de mangeaille, d'inféodation qui fait que impossible d'avoir. Quand vous voyez quelqu'un comme Mila, j'ai suivi récemment une interview avec Mikado, c'était la honte. C'était vraiment la honte, mais je reviens pas là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux élections, il y a donc cette scission-là qui est installée par les hommes d'État, les hommes politiques au niveau des footballeurs, les footballeurs eux-mêmes qui sont dans une réalité d'égoïsme très prononcé. Vous avez vu quelqu'un... Est-ce que le problème, c'est les politiques ou les footballeurs? Ah, les footballeurs eux-mêmes sont là-dedans. Voilà. Les footballeurs appartiennent à des groupes politiques qui sont politisés. Mais il a été c'est un très beau produit. C'est un personnage historique pour le Cameroun, qui se suffit à lui-même pour être un produit d'histoire, pour être une icône. Mais Mila, il devient inféodé au ministre, au Cécile, à tous ces gens qui sont à la présidence de la République, machin. Mais il a oublié qu'il a un phénomène historique. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que quand même, dans sa lettre ouverte, Emmanuel Mabouankessa qui dit la génération 90, les Lions indomptables qui étaient justement à ce mondial 90, ça aurait pu être un déclic pour véritablement déclencher pas mal de choses concernant les générations suivantes. Et qu'aujourd'hui, avec tous ces footballeurs, ces aînés comme ils les appellent, ils ne tirent pas suffisamment la main de la jeune génération vers le haut. Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, je vais vous expliquer quelque chose de tout à fait clair, qui est très très simple. Je reviens toujours sur le même problème. Le phénomène 90, là, l'épopée de 90, c'était une épopée, c'est un phénomène unique, historiquement unique. Parce qu'avec cette épopée de 90, nous accédions aux plus hautes sphères, aux plus hautes marches du football mondial de la planète Terre. Ça a créé ça a été un véritable détonateur qui a fait que sur le plan du football, les footballeurs qui étaient là avaient un niveau de solidarité tel que ça brisait toute forme de mur. Ils étaient très très forts, mais les dirigeants ne croyaient pas à ces footballeurs. Ces gars-là ont brisé une histoire qui était terrible, ça doit faire une détonation qui a relevé le football non seulement camerounais, mais le football africain et même du tiers-monde. Parce que le Japon, la Chine, tous ces pays se sont mêlés et ça a été une explosion de contrats pour les Camerounais. C'était l'équipementier qui arrive au Cameroun pour la première fois et qui, nous passons d'un budget de 300 millions de francs en marketing à 6 milliards de francs tous les ans. Nous passons... Mais ça a été une révolution. Donc, c'était un phénomène unique. Là où j'étais contre quelqu'un comme Roger Mila, c'est que Roger Mila dit que les autres générations n'ont qu'à se défendre eux-mêmes. Mais il est fou. Parlant, on ne va pas non plus extrapoler Timothée Makongo. Non, je dis que, bon, je veux dire que, je reste poli. C'est mon frère, c'est mon ami. Bon. Pourquoi les revendications? Les Lions olympiques, les Lions qui ont gagné la médaille d'or olympique. Oui. Voilà. Moi, je veux dire que la comparaison n'a pas de raison d'être. Si vous entrez dans cet argument-là, il faudrait repartir jusqu'aux arguments de Mbappé Lépée, de tous ces gens-là qui ont eu des médailles, des Bessels qui ont été les premiers champions olympiques du Cameroun, qui ont vu... On ne peut pas aller, la comparaison ne peut pas aller jusque-là. Pour l'instant, il y a eu une promesse en 90 qui était liée à un phénomène historique.
Il faut prendre ça comme un phénomène historique qui a lancé beaucoup de choses au Cameroun, qui a créé une situation extraordinaire, qui est unique dans le monde, dans l'histoire du football. Hein. Donc c'est un détonateur. Ceux qui prennent les arguments en disant que c'est pour ça qu'il a dit que Mila a eu tort de prendre comme argument et chacun n'a qu'à défendre sa génération. Ouais. Là, il ouvre une porte terrible à la discussion. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Non, c'est un mauvais argument. Il y en a qui je vais te dire pourquoi c'est un mauvais argument. Rien, il n'y a pas eu de promesse à ces joueurs qui ont gagné de tout temps, il y a eu des promesses. La médaille d'or olympique. De tout temps, il y a eu des promesses. Moi, j'étais en Chine en 1974. Hein, on nous a dit que puisque vous êtes les premiers Camerounais à voir Mao Zedong, Mao Zedong à l'époque, hein, et le saluer, écoutez, dès que vous arrivez au Cameroun, on va vous acheter à chacun une voiture. Hein. Nous étions une génération, Emmanuel, Mangongene, Mila lui-même était avec nous, Konotoma, et nous étions en Chine, en 1974. Nous avons fait 1 mois et demi à travers toute la Chine. Nous avions fait des prestations tellement extraordinaires. Hein, parce qu'on avait fait 5 matchs, nous avions eu 2 victoires et 3 matchs nuls. Les Chinois étaient partis, ils avaient 2005. Mais nous, on nous a dit à cette époque, dès que vous arrivez au Cameroun, on vous achète à chacun une voiture. C'était une promesse et ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je veux dire que de tout temps, il y a toujours eu des promesses. Est-ce qu'il y a eu une promesse en 90, il y a eu des promesses. On leur avait dit qu'on on parle de la réaction de Mila par rapport au Lyon 90. Bon, maintenant la réaction de Mila, je vais dire que Mila aurait pu plus simplement se taire, prendre la hauteur et se taire et dire que, bon, écoutez, le chef d'État a pris une décision, il a honoré une promesse qu'il avait faite en 1982 et se taire. Maintenant, répondre à un autre joueur qui a eu lui aussi des mérites, qui a apporté des belles couleurs au Cameroun, lui dire que chaque génération doit se défendre, je dis, c'est malheureux de répondre comme ça. Parce que c'est ouvrir un argumentaire qui ne va jamais finir. Parce que maintenant, et c'est là que l'État a tort. Et c'est dit que l'État a tort parce que non seulement l'État a fait beaucoup de bruit sur ces dons de maison-là qui arrivent 30 ans après, mais en plus de ça, ils essaient de présenter cela comme un mérite, comme un trophée qu'ils donnent en plus aux autres. En réalité, ça devrait être comme un symbole historique, quelque chose d'unique au Cameroun. Parce que ça a relancé complètement l'architecture du football camerounais, tu comprends? Ce truc-là. Présenter ça en disant que non, les autres aussi doivent se débrouiller pour avoir. Ça, c'est un mauvais argument. Ça veut dire qu'ils ont ouvert les portes à toutes sortes de discussions. Absolument. Alors, Sylvain Kwambi, par rapport à cette lettre, par rapport à cette actualité, est-ce que vous comprenez un peu le fond des dénonciations d'Emmanuel Babouan-Kessak dans sa lettre? Lorsqu'on se plaint, forcément, il y a une raison. Ce n'est que cette plainte, ou alors je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, fera de bol, n'est que, comment est-ce que je vais dire ça, un phénomène qui se vit déjà. C'est-à-dire peut-être il a juste... il l'a fait juste avec un peu plus de vigueur, plus de rigueur, mais en fait c'est un fait qui existe et on l'a vu longtemps. Je voudrais revenir pour rapidement, je ne sais pas si je vais dire clarifier sur le cas des dons des maisons de 90. Ils n'ont pas réclamé, ils ont revendiqué quelque chose qui leur avait déjà octroyé, mais qui n'a, 30 ans après, qui n'avait jamais été rétrocédé. Donc c'est pas comme s'ils sont restés et ils ont dit que vraiment, en souvenir de 90, il faut absolument qu'on nous donne quelque chose. Non, il faut déjà le dire, parce que ça a créé une sorte d'amalgame, ça allait dans tous les sens, chacun s'est aussi levé pour la revendiquer. Oui, les revendications se font tous les jours, mais là, c'était un don qui avait été attribué depuis 1990, au moment, avant même qu'ils ne jouent les quarts de finale. Les maisons étaient déjà octroyées, mais ça n'a jamais été rétrocédé. Et maintenant, et c'est aussi ça un peu le véritable problème, c'est que pour des faits aussi, c'est-à-dire pour moi, honnêtement, c'est un fait banal. C'est-à-dire récompenser quelqu'un qui a bien fait son travail. On n'a pas besoin de faire un tapage. 4 ministres se déplacent, des cérémonies, ceci, ça. On a au moins fait 3 à 4 descentes dans ces maisons de la SIC, comme si c'est aujourd'hui qu'on découvrait ces maisons de la SIC. Encore que ce ne sont que des appartements dans un immeuble. Donc, c'est-à-dire, pour des faits aussi banals, on fait un tel tapage alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Frais d'émission. Oui. Il y a des faits beaucoup plus importants dans la gestion du sport qui méritent
toute l'énergie qu'on met à faire du bruit sur des choses vraiment banales. C'est-à-dire, on pouvait appeler chaque lion, ok, comme le chef de l'État a remis, bon, vraiment, viens prendre ta clé, tu signes, tu pars, et puis basta. On n'a pas besoin. Et c'est ce tapage-là, justement, qui crée... Dans la sobriété. Oui, dans la sobriété. C'est-à-dire remettre un appartement à un joueur, c'est pas... Vous ne lui remettez pas la vie. 30 ans avant, ce joueur-là était logé quelque part. Donc, leur remettre un logement actuellement, c'est vraiment banal. Et c'est pour ça que, malheureusement, il faut aussi le dire, la plupart des joueurs, quand ils finissent leur carrière, pour le cas du Cameroun particulièrement, ils deviennent d'abord, pour la plupart des hommes politiques. Donc, du coup, ils sont obligés de faire plaisir à leur chapelle. Parce que quand vous regardez leur attitude, vous sentez qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise de s'exposer comme ça, à travers des photos. Parce qu'eux-mêmes, ils comprennent que c'est pas banal, surtout avec des intelligences comme Bell. Pour Bell, honnêtement, lui remettre un appartement, vraiment, c'est... ça va le sens. Vous voyez un peu pour quelqu'un comme Bell. Bon, qu'est-ce que ça change véritablement à son train de vie? Donc, on n'a pas besoin de faire un aussi grand tapage. Non, même si certains estiment que ce n'était pas un logement, c'est pas un logement de qualité. Non, ce que je veux dire, non, mon problème ne se situe pas au niveau de la qualité ou pas du logement. C'est du tapage qu'on fait autour de quelque chose qui leur avait été remis depuis. Et c'est comme si c'est maintenant qu'on venait découvrir qu'on leur a remis quelque chose. Et on veut en faire un événement, je ne sais pas, à une dimension qui n'a pas véritablement lieu d'être, alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Il y a des jeunes, vous savez combien de jeunes joueurs vont commencer au championnat, on ne sait même pas encore dans quelles conditions. Voilà où on attend le ministre. Il y a le CHAN qui va bientôt commencer. Est-ce que c'est prêt? Donc, ce tapage-là qui va engloutir de gros fonds, la cérémonie comme celle qui va se passer. Demain, déjà les frais d'émission pour aller voir. On a fait au moins 3 descentes. Donc, honnêtement, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que ça crée des remous auprès des autres générations qui estiment aussi avoir donné médaille olympique. Honnêtement, il n'y a que 2 en Afrique qui l'ont fait, le Nigeria et puis nous. Donc, c'est quand même le plus haut niveau de compétition. C'est la plus grande compétition du monde, les Jeux olympiques. Donc, ramener une médaille d'or de là, c'est aussi un exploit. Ce n'est pas pour remettre en cause les autres exploits. Steve Voué et ses coéquipiers dernièrement ont créé l'inédit en permettant à la jeunesse de trôner sur le toit africain. Ça, c'est inédit pour des jeunes de cet âge-là. Donc, il faut aussi peut-être les récompenser. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire ce type de tapage. C'est ça qui crée justement toute la dynamique que ça crée aujourd'hui. Maintenant, sur le fond de la lettre, il y a un véritable problème qui est clair. Et peut-être, pour nous qui avons la chance de vivre ces événements, il faut essayer de retracer, de recadrer un peu un certain nombre de choses. La première chose, je suis d'accord avec Timothée quand il déplore cette manière dispersée des footballeurs de se lancer dans un processus électoral. Mais pour le cas Bell, particulièrement, Bell, en fait, a été coopté dans un mouvement qui n'a pas seulement que des footballeurs. C'est ça la différence. À la différence de Mabouan qui est porté par un ensemble de mouvements de footballeurs. C'est ça la différence. Donc, c'est-à-dire, il y a des décisions que Bell ne peut pas entièrement prendre. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, après c'est un humain, nous tous nous avons nos défauts, nous avons nos qualités, mais au-delà de ces défauts, il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre parce qu'il est porté en fait par un mouvement que vous connaissez bien qui est Littoral Maison Mère. C'est pas Bell seul qui portait sa candidature. C'est un mouvement Littoral Maison Mère qui a pignon sur rue depuis près de 4 ans maintenant et qui a commencé un combat et qui a voulu faire de Bell son cheval de bataille. En reconnaissance de la personnalité du grand footballeur et même du sens managérial d'analyse aussi dont il dispose et de son ouverture à l'international. Ce groupement-là a donc pensé que Bell pouvait faire l'affaire dans leur projet. Et c'est donc comme ça qu'il copte Bell. Donc, il y a des décisions. Bell, moi j'ai vu, je crois, une semaine avant l'élection, plusieurs footballeurs se sont réunis dans un hôtel de la place à Yaoundé où il leur a expliqué un certain nombre de choses
Mila était dans la salle ce jour et beaucoup se sont finalement mis d'accord de soutenir sa candidature. Donc, le débat avec le RFC, il faut aussi que le RFC sache que Bell ne pouvait pas, je ne suis pas son porte-parole, mais je parle de ce que j'ai vécu. Il y a des décisions que Bell ne peut pas prendre tout seul parce qu'il est porté par un mouvement qu'il a coopté et vouloir faire de lui son cheval de bataille. Très bonne. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je pense que, ayant vu le combat de Bell, du mouvement qui accompagnait Bell, du fait que ce soit un footballeur, qui plus est Bell, qui était porté à la tête de ce mouvement, peut-être l'approche, à mon sens, encore je peux me tromper, mais à mon sens du RFC, à mon sens, je pense que le RFC aurait pu, par exemple, venir auprès de ce mouvement, faire ses propositions et voir dans quelle mesure se mettre ensemble pour davantage soutenir Bell. Parce que justement, 3 footballeurs en partant de la sorte, ça diminuait, s'il faut le dire comme ça, leur chance et ça permettait justement... Je vais te dire exactement notre rôle, notre cri, quand nous avons engagé cette bataille pendant toute la dernière semaine, c'était au-delà des groupes créés. Se reconnaît d'abord footballeur. Parce qu'à l'époque, que ce soit de Loris, de Fédéral, de football, d'abord des footballeurs. Nous étions des footballeurs. Et nous avions enlevé toutes nos voisins en disant que nous ne sommes plus rien. Nous entrons, nous nous fondons dans le mouvement. J'avais discuté avec quelqu'un qui était d'accord dans ce point de vue-là. Malheureusement, et c'est ça que je te dis que Bell a toujours été un joueur qui a une capacité extraordinaire. Il a ça de manière cachée, mais il ne l'utilise pas. Il a une possibilité extraordinaire de porter tout le monde et de dire voilà où nous devons aller, ou de faire des propositions qui peuvent passer n'importe où. Mais Bell a un problème. Je le dis parce que c'est mon ami, c'est mon frère. J'ai dit, il a un problème, c'est que il s'arrête à un moment donné, il a l'impression que quelqu'un va lui donner un coup de couteau dans le dos et il est capable de changer de direction à tout moment, quel que soit, quand vous êtes déjà dans une situation critique. Je te dis qu'à ce moment-là, Maman Kessak, il a vu Bell individuellement. Je dis que moi, je ne viens pas parce que Bell, en général, il n'aime pas voir ma tête. Donc, vaut mieux y aller seul. Je te souviens, voilà ce qu'il faut dire à Bell. Lui dit que c'est lui le président. Nous le soutenons. Nous voulons que les footballeurs prennent la chose. Après, à l'intérieur de notre grande famille, nous allons lutter. Nous sommes allés voir Mila dit, oh, lui, il ne comprend pas, il a déjà essayé de peu. Ils avaient un groupe là dans le Sinafoc. Mayebi était encore vivant. Forcément, ils ne pouvaient pas accepter qu'il y avait déjà... Oui, c'est pour ça que j'ai dit, à moins que Bell... À moins que dans ce cas-là, Bell en réalité... On ne refait pas le processus électoral. À moins que dans ce cas-là, Bell ait omis de référer votre demande à ceux qui portaient, parce qu'après, il faut le dire, le patron du mouvement qui portait Bell, c'était Emmanuel Loga. Donc, en fait... Mais Loga avait de l'ascendance, je regrette, mais Bell a de l'ascendance sur Emmanuel Loga. Bell a de l'ascendance sur tous ces gens-là. Je suis d'accord. Bell est capable de leur dire, voilà... Mais vous êtes mieux placé, Timothée, pour savoir ce que c'est que la logique de groupe. Aussi fort, aussi leader, aussi charismatique que vous êtes, il y a ce qu'on appelle la logique de groupe. C'est-à-dire, et quand vous voulez être dans une bonne logique de groupe, seuls vos intérêts ne peuvent pas passer à un certain moment. Donc, c'est pourquoi je dis, si le groupe, je pense, c'est pour ça que je disais que si vous aviez eu la démarche de convaincre le groupe, peut-être ça aurait été beaucoup plus facile à Bell de dire, ok, je suis entièrement disponible. Il aurait pu le dire de manière claire, encore que avant ça, moi j'ai dit... Personne n'avait confiance en fait. Oui, et c'était normal de n'avoir pas confiance au regard du climat, de l'architecture et de beaucoup de choses. C'est normal à ce moment d'être prudent. Parce que lorsque vous regardez à la veille, quand vous avez vu des conversations privées qui se sont retrouvées sur la place publique avec son jeune frère, et voilà la plus grosse forme de désolidarité, parce que Samuel Eto'o, au-delà de l'icône, n'a pas respecté la condition du footballeur. En choisissant de soutenir des non-footballeurs, c'est-à-dire le scandale qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o lui-même fait partie de ce scandale sur le plan camerounais. Parce qu'il n'a pas soutenu ses amis footballeurs.
Attention. Il a soutenu. C'est pour ça que je dis que c'est un problème. Non, Quand tu dis qu'il n'a pas soutenu Bell, je peux le comprendre. Je dis ses amis, je dis il y avait 3 candidats. Il y avait 3 Je ne suis pas en train de parler du cas Bell uniquement. Ah bon, je d'accord. dis il y avait 3 candidats qui étaient tous des footballeurs. Voilà. Et Samuel Eto'o n'a pas soutenu ses amis soutenir, footballeurs. l'un des candidats Donc footballeurs. je ne suis pas figé sur le cas Ah, Bell. d'accord, d'accord. Voilà, je ne suis pas figé sur le cas Bell. Maboua, que ça était également candidat, Samuel Eto'o aurait pu le soutenir. Alors que Samuel Eto'o maîtrise, c'est-à-dire le candidat Chinda. voilà, ou le candidat, il aurait pu soutenir un autre Ouais, footballeur, c'est à vrai. défaut de soutenir Bell, si jamais la Mais tête de c'est- Bell ne lui c'est plaisait vrai pas. aussi, c'est Donc vrai ce que je veux aussi. dire, c'est que à chaque fois On que arrive les encore à la footballeurs... scission entre les footballeurs. Voilà, dans à ce chaque côté, fois qu'on va parlé aller tout à l'heure. dans ce sens où Ouais. les footballeurs refusent de parler d'une voix, on va toujours assister à ce type de spectacle. Maintenant, que les uns soient en train d'accuser les autres, non, tous sont C'est fautifs. pas un problème d'accusation, tout le monde est fautif. Non, parce que le Ouais. courroux de Maboua part justement du fait que Jeanne Keke est tenu des propos dans un média estimant que c'est lui qui a trahi Bell. Non, je ne pense pas. Peut-être aujourd'hui on cherche les boucs émissaires, mais la première traîtrise du mouvement de footballeurs, c'est malheureusement notre Goliador national et international. Le fait de n'avoir pas soutenu ses frères footballeurs pose quand même problème. Du moins, pour moi, ça me pose quand même problème. Non, ouais. Non, Donc, c'est en pas fait- seulement au niveau de Donc, la c'est Côte pas d'Ivoire. seulement Non, au niveau. en fait, Donc, en le fait- fait de n'avoir pas soutenu ses confrères footballeurs, ça me pose D'accord. aussi un Non, non, en problème. réalité, le problème, quand tu le poses comme ça, il est un peu faussé, Sylvain. Pour moi, il est un peu faussé. De quelle façon? Parce que en réalité, moi, je me souviens quand même d'un discours que toi as tenu auprès de Maboua en disant que ce qu'il ne comprend pas, quand il arrive, il discute avec Mayebi. Mayebi dit qu'il est le seul à s'occuper du football, personne d'autre ne s'occupe du football comme lui. Il arrive au niveau de son frère Bell. Bell lui pose un autre problème qui regarde ses intérêts personnels. Comment il doit avoir un salaire en tant que tant dans le Non, cas non, où- non, faites pas que j'ai dit le problème. Non, je ne vais pas là-dedans. Voilà. Bon, il Non, va, non, il je va, dis sur attends. ce cas, le Attends. problème posé n'était pas dans le sens de Bon. le soutenir pour sa candidature, mais de Attends. l'empêcher d'être candidat en contrepartie de quelque chose. Bon, C'est de maintenant- ça dont il est question. maintenant, je continue rapidement. Hein? Il dit ce qu'il a fait Maboua, il dit à Maboua, qu'est-ce que tu as préparé? Parce que tu dois le dire aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir. Hein? Beaucoup de ces footballeurs-là n'avaient pas un programme bien précis, comme le programme de Drogba. Drogba a pris un programme très très sérieux, bien élaboré, bien préparé. Aucun d'eux n'avait un programme proposable, qu'on peut lire et je vois ce qu'ils veulent faire du football, de la Fédération camerounaise de football, de l'organisation qu'ils veulent faire. Aucun n'avait un projet très bien écrit et bien présenté. Regarde ce que Drogba fait en Côte d'Ivoire, son projet est clair. La lecture est très très belle. Bon, avant que ça n'avait pas un projet, le seul projet que nous avions, c'était celui du RFC qui, notre projet même, était flou. Nous allions travailler par la suite. Puisque la candidature n'était pas préparée. Elle n'était pas préparée. Dans ce sens que, mets-toi dans la place de Tau. Non. Il est en Vous avez vu quand même, vous avez vu les propositions de Bell. Ce qu'il voulait dire, il n'a pas rejeté. Vous avez vu les propositions de Bell quand même. Quoi? Vous avez étudié programme. le programme de Bell. C'est le programme. Mais le programme n'était pas un véritable programme, c'était un programme de Il y petites avait quand même un promesses. programme. Maman, D'accord. un programme Oui. de lecteur, de quelqu'un qui veut prendre une structure, Oui. commence par un état des lieux. Tout à fait. Et après avoir bien clarifié l'état des lieux, on fait maintenant une analyse de propositions en profondeur, on met en place un organigramme, on met en place un projet pour les prochains footballeurs, pour l'après-football des footballeurs. Peut-être qu'il n'était pour pas ce que suffisamment c'est- pour convaincant les jeunes- pour vous, les mais jeunes c'était un footballeurs. programme qui respectait. Et aussi C'est pour ça que je dis que peut-être le programme de Bell n'était pas suffisamment convaincant pour Oui. vous, mais je pense que son programme, moi je l'ai C'était lu, un peu- moi je ouais, l'ai je lu. l'ai lu aussi. J'ai même été lors de la soirée de la présentation. À ce moment, il était empêché de candidater et ça c'était Tombiaoko qui était à l'époque, je crois, secrétaire général et qui postulait lui également. À cette époque, il était Joseph Owona justement qui était président du comité de normalisation. Ouais. Donc il avait fait sa position de foi non loin d'ici, dans un hôtel de la place. Ouais. Moi j'ai pris son programme, je l'ai lu D'accord. et même à la veille du processus électoral,
électoral Oui. qu'il venait de perdre. J'ai également revu le programme qui avait été quand même corrigé par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, peut-être n'était pas suffisamment convaincant, mais Comme son le programme, voudrait, voilà, comme Timothée le Moko. voudrait. C'est très, très perfectionniste, Voilà. Timothée. Non, je connais, je connais sa qualité perfectionniste. très Donc, précis, je sais qu'il est très regardant sur Voilà. le détail, sur la qualité, mais Bell avait un programme. Et D'accord. son programme qui partait, et c'est pour ça que je dis qu'il fallait regarder le mouvement. C'était un mouvement que Bell portait, qui partait de la du département, la régionalisation, et qui devait avoir une finalité Au niveau quand même sur le plan fédéral. national. Donc, ça veut dire que c'était quand même un programme qui Ouais, avait non, c'était un un programme, processus bon, ouais. assez bien mesuré et qui partait d'un point, c'est-à-dire des plus faibles au plus, du moins, à Ouais, l'instance ouais. suprême. Ouais, ouais, Donc, l'instance suprême. quand même, on sent qu'il y a une certaine démarche qui... Disons que Bon, peut-être après, il n'était pas assez convaincant à votre goût. Voilà. Pour dire que Eto'o était dans une réalité vacillante. En plus, il ne faut pas oublier que dans la réalité où il était déjà ambassadeur de bien, comment on appelle ça, ambassadeur de trucs là, il flirte un peu avec l'État du Cameroun. Timothée. Et l'État du Cameroun, à travers son président, peut... Timothée, avec tout Ouais, le est-ce- respect est-ce que que je vous vous voulez- dois. parce que Timothée, lui, il a je vais posé vous une dire. question Moi, je vais claire. vous dire. claire. Pourquoi est-ce que Timothée, Samuel Eto'o, moi, je vais vous dire. en tant que La La footballeur, vérité n'a dans, pas soutenu la vérité dans l'un tout des ça, trois avec tout le candidats respect que qui j'ai était pour là. tout le travail L'un que des vous, trois les candidats footballeurs, qui vous étaient avez footballeurs, voilà. effectué, il y a un véritable problème. C'est Ouais. un problème d'ego. Ouais. C'est-à-dire, on va tourner l'affaire dans tous les sens. C'est un problème d'ego. C'est vrai. Et personne ne veut accepter que tel peut C'est être vrai. le leader, Ouais. tel peut être peut-être Et juste ceux qui un peuvent être des appui. leaders même refusent d'être des leaders. Voilà, malheureusement. C'est ça C'est qui est- ça le qui est- problème. C'est un problème d'ego. Parce que lorsque vous regardez le problème d'Eto'o, ou de Bell, et Mabouan, et bien d'autres, c'est un problème d'ego. Qui va accepter que l'autre soit président et donc c'est voilà le Bon, il y a problème. les gens qui veulent accepter. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens humbles, mais je dis ceux qui sont les têtes fortes aujourd'hui, Ouais. qui sont les plus représentatifs, qu'on voit le plus sur la scène, Ouais. c'est un problème d'ego. Et si ce problème n'est pas réglé, on va beau tourner la chose n'importe comment avec le fait que Surtout- vous soyez dans votre mouvement influodé par les politiques et, Ça tourne- et certains ça- footballeurs je vais qui te sont dire aujourd'hui sincèrement- en détresse et qui, quand on vient leur proposer Sylvain. quelque chose, regardent aussi leur situation Sylvain, personnelle. Sylvain, Donc ça peut je pas, ça te peut pas jure, être- On ça évolue, tourne il nous autour reste de à deux, peine, trois personnes. il nous reste quelques minutes. Ça dit que tu Timothée n'as que deux, trois Makongo. personnes. Oui, Dans- et là, je suis dans- d'accord dans avec cette le fait lettre, que Mabouan dise ouais. que les gens ne doivent pas penser qu'ils sont éternels et qu'ils sont indispensables. Tout à Là, fait. sur ce point, je suis entièrement d'accord. Mais je dis, le problème de fond dans tout ça, c'est un problème d'ego. Ouais. C'est-à-dire, tournons la question dans tous les sens, c'est un problème d'ego. Alors- Et si les égos reviennent un peu sur terre, et comme je le dis souvent, on peut être un très grand footballeur sans être forcément un bon leader. Un bon Alors, leader, Emmanuel sans être Mabouan forcément Kessak bon également gestionnaire. dans sa lettre qui dénonce aussi le fait que les anciens footballeurs ne s'intéressent pas davantage au foot en Ouais. tant que tel. Ouais. Il parle de football féminin, il parle du football jeune. Il n'entend pas les propositions des anciens footballeurs concernant justement cette discipline-là. Une des trucs, des batailles que nous avons eu à mener quand nous étions à l'association des footballeurs, au début surtout, et là aussi je dois quand même féliciter à l'époque le soutien de Yann Mohamed et même les initiatives. Un vrai passionné, ce monsieur. Ouais, ouais. Et même les initiatives de Mayebi, hein, parce que Mayebi, il a beau être ce qu'il était, il avait des initiatives extraordinaires quand même à un certain niveau. La plupart des footballeurs, je suis obligé de le dire parce que j'ai été footballeur, je suis footballeur. Quand tu prends 100 footballeurs dans une arène, dans un truc là, dans les 100 footballeurs, il y a peut-être 30 qui sont allés un peu à l'école, au moins jusqu'au coup moyen de 6e, 5e. Ouais, parce qu'il y a quand même la problématique de la réinsertion De la aussi réinsertion, qui à un ressort moment donné, qui ressort à un moment dans donné. cette lettre-là. Et dans les 70 autres qui restent, il y a peut-être 30 qui veulent être quelque chose, qui peuvent vouloir faire quelque chose. Et quand ils finissent le football, ils veulent pouvoir être entraîneurs, entrer dans un métier de football. Notre rôle était donc d'essayer d'amener ces gens-là à penser, à faire les métiers du football. Dans les métiers du football, ils sont nombreux les métiers dans le football. C'est-à-dire, vous pouvez être tondeur de gazon, vous pouvez être spécialiste en gazon, vous pouvez être officiel, arbitre, vous pouvez être commissaire de match, vous pouvez être observateur, il y a tellement de possibilités dans le football. Beaucoup tombent dans la paresse. On peut leur dire, soyez même des maîtres de sciences pour les écoles de football, les maîtres de ceci, des éducateurs pour les écoles. Beaucoup sont paresseux au sein des footballeurs. C'est-à-dire que les gens actifs dans l'après-football
vous êtes difficile Non, d'en tirer pour ça, parce que Timothée, nous avons mis en place tout un système, même pour la peinture des stades. Timothée, Oui. Timothée, excuse-moi. Je ne vais pas mettre tout ça sous le coup. C'est trop facile d'étiqueter les footballeurs sous le prisme de la paresse. Mais c'est un problème environnemental. Je suis d'accord, mais vous Zidane, criez, après le football, pour être entraîneur, et à l'entraîneur un centre de formation. mais bien sûr, c'est de ça que nous parlons. Montrez-moi un seul centre de formation que vous-même au Cameroun, vous pouvez entraîner. Il n'y en a pas. Le véritable problème, c'est les conditions. Et c'est pour ça que l'État, au plus haut niveau, est interpellé. Regardez notre championnat. Regardez notre championnat. C'est-à-dire, former tout ce que vous voulez en termes de métier de sport, mais quand ils reviennent et qu'ils sont reversés dans le monde professionnel, ils travaillent où? Regardez nos clubs professionnels. Aucun n'est professionnel. Pire, ils sont pires même qu'amateurs. Malheureusement. Est-ce qu'il y a un seul siège? Il n'y a aucune sanction. Il n'y a pas de stade d'entraînement. Rien. C'est-à-dire rien pour que ces footballeurs puissent s'occuper. Les rares qui essayent, qui ont le courage de se jeter dans cette boue-là, vous voyez comment ils sont maltraités. Voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire je ne suis pas toujours en accord avec la manière dont la fédération est gérée, mais je suis entièrement d'accord avec cette fermeté qu'ils ont eu aujourd'hui à accompagner à protéger les acteurs, notamment. C'est même la chambre de litige qui est très solide. Oui, mais avant, au moins, cette fédération a le mérite de faire appliquer une sanction de manière ferme. Les autres administrations qui sont passées n'ont jamais eu le courage, avec des piles de décisions qui ont été en faveur des acteurs. Donc, au moins, là, si elle peut continuer dans ce sens, au moins, au terme de son mandat, elle aura le mérite d'avoir pensé à protéger les acteurs quand ils sont en détresse sur le terrain. Bien sûr. Voilà. Donc, combien, pour ceux qui ont le courage, regardez le traitement qu'il leur est réservé. Est-ce que Samuel Eto'o peut venir est-ce que vous pouvez conseiller à Samuel Eto'o d'entraîner un club au Cameroun dans les conditions actuelles? Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ils estiment qu'avec l'aura qu'ils ont, s'ils peuvent directement frappé par le roux en estimant que, parce que c'est là-bas en fait que toutes les décisions se prennent pour pouvoir bouger Regardez ce qui s'est passé, la redistribution sur le plan du Covid-19. Mais ça, c'est même une insulte pour ces académies, c'est une insulte pour les clubs professionnels qui sont même allés s'exhiber pour prendre. Les clubs devaient même faire bloc pour repousser ça. Mais regardez les répartitions qui ont été faites. Regardez les sacs de riz, machin, tout et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand vous êtes footballeur, vous êtes Samuel Eto'o, vous avez joué à un tel niveau et vous voulez venir apporter quelque chose, ou vous voulez venir vous investir dans le quotidien du football dans votre pays et vous voyez ce type d'environnement, dites-moi ce qui peut vous encourager. Puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, il y a rien. Voilà les stades, voilà. Parce que quand on parle de changer le football, en fait, il y a aujourd'hui, je suis les gens jubilés. On a les plus beaux stades au monde. Mais à quoi ça va nous servir? Non, je suis même d'accord, on a les plus beaux stades au monde actuellement qui sont en train d'être finis. Mais ça va nous servir à quoi? Plus tard. Ça va nous servir à quoi? Puisque on n'est pas sûr que le championnat va se jouer dans ces stades-là, parce que incapable de pouvoir subventionner l'entretien de ces stades, à la fin, ça va nous servir à quoi? Lorsque le chant qu'on brandit avec beaucoup d'engouement, les salles de spectacle. Voilà, quand ça va terminer, comment faire les salles de spectacle de concert? À quoi ces infrastructures vont nous servir? Puisque ça ne va même pas aider le championnat camerounais. Donc, quand vous êtes donc sportif de haut niveau, vous revenez, vous n'avez aucun environnement pour exercer. Vous avez des clubs qui sont mal structurés. Vous avez des académies qui se créent, on ne sait trop comment, et qui se battent du mieux qu'ils peuvent pour entretenir les jeunes. Quel est l'environnement dans lequel vous allez venir travailler? Voilà à quel niveau se situe le problème. Donc, pour moi, c'est facile de dire que les footballeurs sont paresseux, mais il n'y a pas d'environnement. Mais quand même, quand Emmanuel Mabouankesak estime que les grands frères, les aînés ne tirent pas la jeune génération vers le haut. Il y a tout ce que c'était en train de crier. Aujourd'hui, on assiste un peu à une sorte de conflit intergénérationnel. Oui, mais en fait, c'est un faux problème, le conflit intergénérationnel. Ah bon? Et puis, Mabouan a peur de dire les choses d'une manière... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut... Je lui ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il soit moins vague dans ses propos. Parce que ce truc-là tourne autour d'un personnage qu'on appelle Roger Mila. Autour d'un personnage qu'on appelle Belle Joseph Antoine,
Hein, parce ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les seuls à avoir mais c'est eux qui ont, ils ont une certaine dimension, ils ont une dimension, comme disait Sylvain tout à l'heure, qui peut faire qu'ils peuvent avoir une capacité sur, une influence, c'est un certain nombre d'orientations. Ils peuvent avoir une influence, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Mila a oublié. Est-ce que d'autres ne peuvent pas aussi avoir des influences à leur niveau? Moi, je vous prends par exemple, je vous prends par exemple Doumbélia, qui est un très très grand footballeur qu'on appelle le général. Hein. Ce type-là, parfois, il est capable d'aller chez Bell et attendre que Bell lui paye sa facture d'électricité. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis? Il n'est pas capable de prendre une décision. Et ils sont nombreux dans la ville, là. Ils attendaient d'aller chez Mayebi pour que Mayebi leur paye une facture de ceci, une facture de cela. Qu'est-ce que tu peux faire? La plupart, je vous dis, ce truc-là concerne 3 ou 4 têtes. Nous avons actuellement une tête principale qui s'appelle Eto, hein, qui peut apporter beaucoup dans des changements. Et il en a les capacités pour l'instant. Il y avait une autre tête qui s'appelait Belle, qui s'appelle toujours Belle, hein, mais qui est dans une dimension, moi je trouve, je ne le saisis pas. Il fluctue. Et il y a une autre dimension qui est Mila, qui est inconstant dans ses décisions. Il n'est pas méchant, mais il est inconstant dans ses décisions. Donc, je lui dis que nous avons des grosses têtes qui auraient pu, 3 grosses têtes au moins qui auraient pu changer quelque chose dans ce que Mabouan Kesak dénonce. Ce que Mabouan Kesak dénonce le concerne lui-même. Oui. Ça le concerne lui-même parce qu'il fait partie de ses anciens et il fait partie des gens d'une certaine influence qui pouvaient apporter quelque chose. Hein. Ça concerne Karam Michel à un niveau beaucoup moins. Mais en réalité, au Cameroun, ça concerne Mila, Bell, Eto et peut-être, je ne sais pas qui. Il y a des générations qui viennent, comme le Choupo-Moting, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose par la suite. Il y a les sons. Mais les sons sont des hommes de muscles. C'est les gens qui taclaient le gazon. Mais ce ne sont pas des hommes de bagarre, hein, oratoire, tu comprends? Mais c'est pour ça qu'il dit, quand il dit, il est comme ça, il est trop vague. Mais il veut pouvoir dire les choses, parce qu'en réalité, ces gens-là sont réellement des icônes. Ouais. Mais là, je peux l'insulter comme je veux, il est un personnage historique. Ouais. C'est un monument. Hein? Quel que soit ce que je pense de lui, c'est un monument. Bell est un monument. Et Bell a été même peut-être une des meilleures perles africaines, dans ce sens que ce gars-là a su opposer des arguments aux Blancs de manière brillante. Quand il vient au Cameroun, pourquoi il devient médiocre? Il devient un vassal de l'RDPC. Il ne devient pas médiocre, on lui barre la voix. On lui barre la voix. Je comprends. Aujourd'hui, justement, est-ce que ce n'est pas une condition? Oui, on lui barre la voix. C'est pour ça que de la même façon, on est en train de décrier ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Drogba. De la même façon, comment est-ce que on peut créer des conditions favorables pour que justement ces icônes-là puissent s'exprimer. Il y a un truc tout simple. Que je suis allé voir Roger à Yaoundé une fois. Nous étions en froid. J'ai eu le courage d'aller chez lui. Hein. Il m'a gentiment reçu. Il m'a amené même voir un match de handball, avec son équipe de tournée. Et je lui ai expliqué qu'il faut absolument qu'il fasse qu'il est la personne indiquée pour nous aider à faire un seul grand corps. Tout le monde dans le même esprit. À l'époque, il y avait rupture entre Sinafoc, AFC, RFC, tout ça. J'ai demandé à Mila de nous ramener tous. Et c'était sur un conseil urgent de Iya Mohamed. C'est Iya Mohamed qui avait donné ce conseil. Il nous a dit, vous voulez faire quelque chose, vous voulez que je vous soutienne, faites un corps. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour. Mila était d'accord. Puis, Mila est même venu à mon hôtel et m'a donné 100 000 francs. J'étais même surpris. Lui qui est dur, si dur, il m'avait donné 100 000 francs. Hein? Donc, je vous dis, et c'est extraordinaire parce que il était dans cette volonté de voir cette chose. Ça lui avait plu. C'est vrai, ça lui avait plu. Puis, 3 jours après, le truc est tombé. C'est pourquoi je dis c'est un problème. On est en fin d'émission, oui, Sylvain. Voilà, c'est un problème d'ego et au-delà de l'ego, c'est un problème de système. À chaque fois que vous venez pour rompre avec certaines pratiques, vous ne serez jamais la bienvenue. Et tous ceux qui sont victimes aujourd'hui, c'est ceux qui veulent absolument rompre. Et c'est pour ça que je dis, je prends un exemple, je suis un peu surpris quand même. Samuel Eto'o hier était l'un des fervents dénonceurs des problèmes que vivent le sport camerounais, particulièrement le football. Parce que lui étant footballeur, il voyait comment ça se passe ailleurs, ou il voit comment ça se passe ailleurs. Il aurait voulu que ça s'implémente. Il a porté plusieurs combats au sein de cette équipe nationale qui lui ont valu des suspensions et tout ce que ça lui a valu. Mais
curieusement, lorsqu'il arrête sa carrière, il revient, il faut qu'il nous dise un jour si ceux qu'il a soutenus aujourd'hui à la FECAFOOT font exactement ce qu'il avait pensé au moment où il menait des combats. S'ils sont différents, si leur gestion est différente de ce qu'il dénonçait hier quand il était footballeur. Il faut bien qu'il le dise un jour. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'intérêt, un jeu d'équilibre, un jeu de projection. Parce qu'en réalité, le truc est très compliqué. Moi-même, en tant que vraiment d'un militantisme très engagé au niveau des footballeurs, j'ai été découragé par les pousseurs de ballon. Sincèrement, j'ai été découragé à un moment donné. Je me suis dit, et j'ai commencé à soutenir tous ceux qui ont été acteurs du football, c'est-à-dire les journalistes qui ont aimé le football, les dirigeants qui ont aimé le football. J'ai commencé à dire qu'ils font partie des anciens footballeurs. Parce que sans tout cet environnement-là, il n'y aurait pas de football, il n'y aurait pas d'équipe de football. Parce qu'à un moment donné, les footballeurs, quand on disait le footballeur, les gens croyaient que le football devait revenir aux pousseurs de ballon. Il y a des journalistes qui ont été des très Pour terminer avec cette lettre de Mabouan Kesak qui dit il faut faire taire les intérêts égoïstes et que les anciens, que les aînés apportent des projets pour définitivement faire valoriser le football. Je vais te dire, personne ne peut faire taire les intérêts égoïstes. C'est un problème de force. C'est un problème de groupe qui gagne, de rapport de force. Tu ne peux pas. Tout à l'heure, parler d'ego, des forces d'ego qui se baladent entre nous. Tu ne peux pas dire aux gens taisez vos égos. Mais il faut que quelqu'un prenne part une réalité de force, une réalité de savoir-faire, une réalité de subtilité, de stratégie, prenne le pouvoir, pas le haut, pas de n'importe quelle manière, pour pouvoir apporter quelque chose de bien. C'est un peu comme une espèce de coup d'État. C'est une révolution qu'il faut faire. Tu ne peux pas demander aux gens, taisez vos égos, ça c'est du bavardage inutile. C'est clair. Ça n'a pas de sens. Il faut un véritable rapport de force. Et c'est pour ça que vous, les footballeurs, vous êtes accusés, parce que imaginez le rapport de force que vous aurez pu créer lors de la dernière élection, si vous étiez mis ensemble, soutien de Samuel Eto'o, soutien de Mabouan Kesak, soutien de tel, autour d'une seule candidature d'un footballeur. Je ne sais pas qui ça aurait dû être, mais vous auriez pu vous entendre. Imaginez le rapport de force que ça aurait pu susciter. Donc, et tant que vous n'êtes pas prêt, et c'est pour ça que je dis, au-delà de ce qu'on ne peut pas taire les égos, il faut bien que les gens pensent d'abord à l'intérêt, à la solidarité de corps. Et dès qu'on a pensé à la solidarité de corps, quel est le rapport de force qu'on peut utiliser pour faire passer nos voix? C'est la fin. Pour penser à la solidarité de corps, il faut un meneur. Et s'il n'y a pas de meneur, les meneurs sont là. Mais les meneurs sont là. Maintenant, est-ce qu'on leur déroule le tapis rouge? Il faut un pasteur. Les meneurs sont là. Les meneurs sont là. Est-ce qu'on leur déroule le tapis rouge du moment où tout le monde veut être meneur? C'est ça le problème. Merci Timothée. Au-delà de toutes vos intelligences et tout, dans le stade, vous savez bien que dans le 11 entraîne, il n'y a qu'un seul capitaine. Mais appliquez cette logique lorsque vous vous retrouvez après. Et vous allez voir que ce sera... Merci à toute l'équipe technique. L'émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Okay.